avec les composantes alimentaires et nous arrivons au groupe 5, qui sont les légumes. Donc nous avons fait trois grandes leçons dans les légumes. Pourquoi? Parce que la liste des légumes est une liste trop large, c'est trop longue. Et nous avons caractérisé donc toutes les choses dans ce groupe-là, toutes les choses qui ont un peu plus ou moins les mêmes constituants chimiques et surtout les mêmes propriétés. Donc les légumes, c'est une grande source de fibres. Donc il n'y a pas d'énergie dans les légumes. Donc c'est une grande source de fibres et c'est une grande source d'antioxydants, polyphénols, flavonoïdes, chlorophylle, certaines vitamines qui entrent aussi avec les antioxydants, comme la vitamine A, la vitamine K, la vitamine E et la vitamine C. Et ils sont aussi source de minéraux, ils sont source de certains phytoestrogènes. Parfois, ce sont des substances phytochimiques, hein, c'est des hormones qui se trouvent dans la nature, chimiques, et sont source d'enzymes, surtout quand ils sont consommés à l'état cru. Sous forme de salade ou sous forme de jus ou même avec les fruits. Donc c'est aussi source d'enzymes parce qu'il y a beaucoup de légumes qui sont très riches en enzymes, notamment les chardons, comme les chardons, les artichauts d'ailleurs, hein, les radis, certaines herbes, les feuilles vertes comme la mauve, comme les choses comme ça, l'oseille, etc. Donc ça c'est aussi source d'enzymes. Et les légumes, tous les légumes d'ailleurs, ils ont ça en commun. Donc certains légumes, ils ont un peu de sucre, comme les carottes, comme la betterave, comme la tomate, etc. Certains légumes, ils ont aussi certains sucres composés, donc, comme la pomme de terre, qui a l'amidon. Et d'autres légumes qui sont des prébiotiques, qui sont source aussi d'inuline, c'est un polymère de fructose, qui sont la patate douce, le topinambour, la chicorée, les asperges, les navets, la rutabaga, la courge rouge, etc. Donc aujourd'hui, on va parler des herbes qu'on a classées, parce qu'on a classé dans ce groupe 5 légumes, herbes. Pourquoi? Parce que dans ce groupe, il n'y a rien, il n'y a pas de nutrition. Enfin, c'est des choses qui remplissent l'estomac, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de risque. Donc, toutes les personnes qui cherchent à réduire leur énergie ou à réduire leur poids ou à avoir moins d'aliments énergétiques, donc ils remplissent avec les légumes, que ce soit à l'état cru ou même sous forme cuite. Donc les légumes, ça permet uniquement de remplir l'estomac et d'apporter donc ces fibres qui sont très importantes, des deux types, les fibres solubles et les fibres insolubles, qui sont très importantes d'ailleurs pour le corps. Et les herbes, on ne les consomme pas, disons, de la même manière que les légumes, mais c'est surtout sous forme d'infusion. Certains on peut les mettre dans les aliments, dans certaines préparations. Et la liste est très longue, ça dépend des pays, mais tout au moins dans l'espace maghrébin, on a une liste de 8 à 10 herbes là qu'on utilise très, très fréquemment. On a le thé et le café qui sont de par le monde les plus consommés. Donc le thé et le café, on les classe avec les herbes parce que le café on ne la mange pas mais on la boit. Mais la façon de la faire, donc griller et tout ça, là ça ne change rien parce que de toute façon on la boit. Et le thé et le café donc, sont les plus consommés et d'autres herbes d'ailleurs comme l'absinthe et la menthe. Et on a la sauge, la verveine, on a l'origan et la marjolaine. On a aussi le safran. Au Maroc, on a ce safran naturel qu'on utilise sous forme d'infusion. Sinon, toutes les feuilles des arbres, on peut les consommer sous forme d'infusion. Que ce soit donc les feuilles donc, des vignes ou les feuilles de l'olivier, les feuilles du grenadier, les feuilles même du figuier, le pin, vous voyez les feuilles du pin, hein, c'est sous forme d'aiguille, hein, c'est des feuilles qui sont sous forme d'aiguille, c'est des filaments. Le pin aussi, c'est une plante qu'on peut donc s'en servir comme thé. On a le myrte, mais il y a des gens qui comprennent très mal. Le myrte, ce n'est pas le myrte ménager hein, qu'on met dans les maisons, hein, mais c'est le myrte de la forêt. Donc, là aussi, on peut s'en servir, ça se boit, c'est une bonne plante aussi. Et on a beaucoup, les gens, même les feuilles donc, de l'oranger, même les agrumes, là, les feuilles des agrumes aussi, ça, on peut les prendre sous forme d'infusion. Ça, c'est très important. Il y a aussi une autre information, c'est que les fleurs aussi, donc toutes les fleurs, on peut les prendre sous forme d'infusion.
Il y a très peu de gens donc, qui connaissent, donc, qui ont cette information, mais toutes les fleurs, que ce soit les fleurs donc, de l'oranger ou les fleurs de n'importe quel arbre, toutes les fleurs, on peut les utiliser comme infusion, sous forme d'infusion. Et d'ailleurs, les fleurs, ça concentre bien les composés, parce que c'est à partir de ces fleurs que l'abeille, d'ailleurs, apporte ce qu'il faut hein, pour elle, en tant que, d'ailleurs, pollen et propolis, etc., le nectar, etc. Donc, ça se concentre dans les fleurs. Ces infusions, vous voyez, ces plantes-là, c'est une consommation un peu si j'ose dire, qu'en fantaisiste, hein, ce n'est pas quelque chose de nutritionnel. Mais il n'y a rien de nutriments, il n'y a rien dans ces plantes, sauf certains phytoestrogènes et surtout certains flavonoïdes et polyphénols. Donc, sur les tanins, donc des substances colorées donc, que les gens connaissent bien. Et ces substances colorées donc, qui augmentent de couleur, qui s'intensifient avec la lumière et avec l'exposition à l'air. Donc on vous laisse un verre de thé comme ça pendant 4-5 heures, à l'air libre et à la lumière. Donc il change de couleur, il devient plus sombre, il devient rouge sombre, il devient même brun. Et quand vous laissez la verveine, la sauge, bon, toutes les choses là qu'on fait sous forme d'infusion, si vous les laissez à l'air libre et à la lumière, donc il devient plus sombre et donc ils acquièrent une couleur un peu sombre. Et plus l'infusion est sombre, plus elle est noire, plus elle est riche en polyphénol et en flavonoïdes. C'est les tanins en quelque sorte, donc c'est les tanins qui s'oxydent et qui donnent cette couleur des anthocyains, les tanins, les polyphénols, les flavonoïdes, tout ça change de couleur. Pourquoi? Parce que ce sont des antioxydants, c'est des phytochimiques et qui changent de couleur avec la lumière et avec l'oxygène, donc ils sont très réactionnels. Et les gens, il y a beaucoup de gens là qui préfèrent la verveine, d'autres qui préfèrent le thé, il y a des gens qui boivent du café, qui boivent la sauge, il y a même la camomille, il y a beaucoup de plantes, hein, la camomille, etc. Donc là, c'est des plantes qui se joignent dans les choses quand on les boit. C'est surtout des infusions qui reposent un peu le corps et qui reposent le système nerveux. Surtout la verveine. La verveine vient en tête avec la sauge. La verveine, on a la verbaline, là, la substance d'ailleurs extraite donc de la verveine, et on a les catéchines dans le thé, on a aussi caféstol, caféine dans le café, hein, le caféstol dans le café, il est transformé au cours de la fermentation, on a quelques traces de caféstol, le caféstol, attention, est cancérigène, et on a la caféine et on a aussi les catéchines dans le café, on a un peu de catéchine, on a aussi l'acide caféique et on a un peu d'acide tannique. La sauge, on a l'acide rosmarinique, la rosmarine, donc il est la classe de la rosmarine, donc c'est l'acide rosmarinique qui a été identifié dans la rosemarie, hein, dans le chardon, mais c'est une substance qu'on a identifiée la première fois dans le chardon-marie. Et l'acide rosmarinique, comme la rosmanal, c'est une substance aussi qu'on trouve dans la sauge, et on a aussi la picrocrocine. Donc ça, c'est des substances très fortes, même sous forme de traces, même sous forme de petites quantités. On a l'absinthe et la tojone, donc l'absinthe, et l'absinthe et la tojone, donc c'est un drogue d'ailleurs. L'absinthe était interdite dans certains pays d'Amérique, comme au Canada par exemple, l'absinthe était interdite d'ailleurs comme aromatisant, parce qu'ils étaient utilisés dans certains types de vins, de boissons alcooliques et des trucs comme ça, mais ils étaient interdits. Donc la loi interdisait donc l'utilisation de l'absinthe. Pourquoi? Parce que la tojone, c'est un alcaloïde, hein, c'est une drogue, il est connu d'ailleurs. L'absinthe, c'est une plante antidouleur. Et, il y avait certaines pratiques traditionnelles qui étaient dans la médecine, la médecine populaire, qui étaient utilisées avant, et on donnait à boire donc, à la femme avant, surtout les femmes enceintes. La femme enceinte, avant d'ailleurs la maternité, avant qu'elle dépose son bébé, là, on lui donnait quelques 6 à 8 heures avant, on lui donnait une infusion d'absinthe. Une infusion d'absinthe, là, pour alléger un peu la douleur, d'ailleurs, de l'expulsion. Et le café, on la connaît bien, hein, le café, on la connaît bien. Ses effets, d'ailleurs, à court terme, c'est bon, mais à long terme, c'est mauvais. Parce que, attention, ça lâche bien les muscles, et surtout les muscles cardiaques, et ça devient quelque chose de dangereux. Et puis le thé avec les catéchines, l'épicatechine c'est très fort, et on a les catéchines dans le thé vert beaucoup plus que dans le thé noir. On a jusqu'à 20-21% de catéchines dans le thé vert
Et on a 17 jusqu'à 19 donc, de catéchines dans le thé noir. Vous voyez, c'est une grande différence. Il y a des gens qui préfèrent le thé vert. D'ailleurs, dans l'espace maghrébin, on boit beaucoup de thé vert. Donc, le thé noir n'est pas trop consommé. Les Européens, ils préfèrent un peu plus le thé noir, aussi les Américains. Le thé noir, et puis même certains pays asiatiques, au Taïwan, Malaisie, etc., là, ils préfèrent aussi le thé noir au thé vert. Le thé vert, c'est sur les Indiens, c'est le Ceylan, c'est l'Inde. Et l'espace maghrébin, là, on consomme beaucoup de thé vert. Donc, et cette consommation de thé, elle aide beaucoup, mais malheureusement, on en met beaucoup de sucre. Bon, c'est dangereux. Le thé est très bon pour la santé, mais la quantité de sucre qu'il apporte est une quantité d'ailleurs dangereuse, une quantité mauvaise. Et la sauge, c'est une plante qui contient en plus un peu de phytoestrogène. Il est phytoestrogénique. Et il vaut mieux à ne pas donner donc, à la femme enceinte. Donc, les femmes enceintes, ils doivent éviter toutes les plantes. Je dis bien tous les herbes. L'herboristerie, pour la femme enceinte, il doit être zéro. La femme enceinte ne doit prendre rien comme plante, rien comme herbe, rien comme infusion, rien, parce que c'est toxique pour le bébé. Sauf le thé, un peu de café, même le café. La femme enceinte, même le café. Il y a des avortements qui ont été causés par la caféine, d'ailleurs, surtout les 3 premiers mois. C'est cette liste donc, de plantes. Il y a des gens qui aiment beaucoup la camomille, oui, c'est à cause de l'odeur, à cause un peu de l'arôme. Il y a des personnes qui aiment aussi la marjolaine, parce que la marjolaine, c'est une plante qui est très aromatique, c'est une très belle plante. Et puis, aussi l'origan. Donc l'origan, on en boit moins, mais au Maroc, on en boit. D'ailleurs, le Maghreb, les pays du Maghreb, ils buvaient l'origan avant. Mais actuellement, on commence à diminuer, la consommation commence à diminuer. On en boit très très peu. D'ailleurs, avant, on le mettait avec du lait. C'était très connu. Hein. On ne buvait pas le café au lait, mais on buvait le lait à l'origan. C'était très connu, c'était une boisson d'ailleurs que les Marocains connaissent bien. Tous les années 60, les années 70, là, tout le monde buvait de l'origan avec et même le thym. Même le thym était mis dans certaines préparations et le thym était trop consommé actuellement, il est moins consommé qu'avant. Et ces plantes, ça complète un peu, disons, ce régime complet, parce que nous, on ne parle pas d'équilibre, on parle de complémentarité, parce que parler régime équilibré, ça ne veut plus rien dire, hein. C'est vide de sens. Nous, on parle de complémentarité, de régime complémentaire. C'est-à-dire quand vous mangez un aliment qui manque un nutriment, vous devez manger un autre aliment qui apporte ce nutriment. C'est ce que nous avons appelé, c'est notre appellation propre. D'ailleurs, on appelle le régime complémentaire, le régime complet. Et on parle actuellement pas équilibre, mais on parle complémentarité, c'est-à-dire les aliments qui se complètent. Et d'ailleurs, il faut avoir un menu de façon à avoir le maximum, le tout et le maximum. Et c'était ça le déséquilibre qui était avant dans ce régime d'ailleurs moderne, là où on a les frites, on a le poulet grillé, on a les fromages et tout ça. Mais il n'y a pas d'antioxydants, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de certaines vitamines d'ailleurs, surtout les vitamines A, C, K, hein, surtout les vitamines K, c'est A, C, K qui se trouvent d'ailleurs dans ce que nous mange comme cru, dans les fruits et légumes. Et ces infusions, vous voyez, chaque plante a son secret. Chaque plante a un composé chimique qui ne ressemble pas à l'autre plante. Mais de toute façon, toutes ces plantes, elles sont bonnes. Si on peut varier un peu selon l'année, selon la saison, selon le mois, etc., les gens qui ne trouvent pas la camomille peuvent aller avec la verveine, ou les gens qui ne trouvent pas du thé peuvent mettre l'origan, ou la marjolaine, ou quelque chose comme ça. Sauf qu'au Maroc, on a un petit problème, c'est que les gens ils boivent du thé avec la menthe toute l'année, et c'est faux. Parce que la menthe, normalement, il contient du menthol, et le menthol, ça rafraîchit. C'est la substance qu'on met dans les bonbons et dans les chewing-gums. Ça rafraîchit, parce que ça donne une sensation de rafraîchissement. Et la menthe, c'est à partir du mois 4, parce qu'il y a des régions là, un peu semi-arides, où il fait chaud, comme la région sud de Marrakech, d'Agadir. Là, on peut quand même commencer à consommer la menthe le mois 4. Sinon, c'est le mois 5, 6, 7, 8. Et puis, la saison froide, on ne doit pas toucher à la menthe. Pourquoi? Parce que son cycle végétatif, il commence à sortir des radicelles à partir des feuilles. Parce que même la tige, là, les gens ils voient que la tige avec les feuilles, mais cette tige-là, c'est une racine. C'est en l'enterre, il va pousser, il va vous donner donc de la menthe.
Et il sort, là, les gens ils peuvent remarquer ça, il sort des petites radicelles avec les feuilles. Donc vous avez les feuilles accrochées donc, à la tige, et puis il y a des radicelles qui sortent entre la feuille et la tige. Et puis sa physiologie change, son odeur change et son goût change. Donc il donne un mauvais goût au thé. Parce que le menthol n'est plus, il est oxydé, il est sous une autre forme. Donc normalement la saison froide c'est l'absinthe. Pourquoi? Parce que l'absinthe c'est une plante qui chauffe le corps. L'absinthe et l'anabsinthe avec l'autogène, là c'est des substances qui chauffent le corps, c'est des stimulants. Ils donnent même de la sueur. Donc ça fait, disons, stimuler le système hormonal, surtout disons, le système endocrinien en quelque sorte. Et les autres plantes, d'ailleurs le safran, la meilleure c'est le safran. Le safran il aide beaucoup au repos, surtout les gens qui travaillent dur. Donc le soir quand ils boivent un peu de safran, ça aide à dormir, avec le myrte aussi. Le myrte, ça aide beaucoup à dormir. Et puis la verveine, les gens qui travaillent la nuit, comme les étudiants, tout ça qui préparent un examen, je ne sais pas quoi, et il faut qu'ils boivent. Je préfère la verveine, parce que la verveine, ça permet donc au système nerveux de ne pas se fatiguer. Donc il reste longtemps, il reste actif longtemps. Et ça aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce que ces éléments qui se trouvent dans ces herbes-là, le corps en a besoin. Et là, on a besoin surtout du système nerveux, donc le tube digestif et le système nerveux. Pourquoi? Parce que l'origan, c'est bon pour le système digestif. Et la verveine aussi, les gens qui ont des vomissements, des intoxications alimentaires et tout ça, il faut qu'ils arrêtent de manger. Les gens qui ont des intoxications alimentaires, je répète, en cas d'intoxication alimentaire, c'est surtout les enfants qui ont des intoxications staphylococciques, c'est des diarrhées, vomissements sans fièvre, c'est des diarrhées froides. Là, quand on a une intoxication, il faut s'arrêter de manger et il faut prendre ces infusions de l'eau. Il faut prendre du liquide, de l'eau. Si on met un peu de sel, c'est bon, sinon l'eau, ou une eau minérale, mais une eau bien propre, de l'eau et les infusions. Pourquoi? Parce que ces infusions ils vont désinfecter le tube digestif, surtout l'origan, surtout quand on prend l'origan, le thé, la verveine, ou même les feuilles de certains arbres, comme l'olivier, comme le grenadier, etc. Donc ça permet donc de désinfecter ce tube digestif après cette détoxication. Mais les gens ne s'arrêtent pas de manger et la diarrhée continue. Il faut s'arrêter de manger parce que vous avez la lumière intestinale de fragiliser avec l'intoxication. Il ne faut pas manger. Il faut prendre des choses simples comme les légumes cuits à la vapeur et comme certains fruits qui sont faciles à digérer comme les dattes par exemple, etc. Mais prendre des infusions et de l'eau et puis attendre un jour ou deux. Attendre que la diarrhée d'ailleurs s'atténue et puis les gens ils peuvent revenir, ils peuvent manger. Sinon, la diarrhée va continuer. Il y a des gens qui ont des intoxications et que la diarrhée a duré un mois et même plus d'un mois. Donc ces infusions, ces herbes-là, nous les avons groupées avec les légumes et tout ça parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de nutriments. Et il y a des substances qui sont très importantes pour la physiologie du corps et aussi pour toute la protection du corps. Quand on parle antioxydants, quand on parle de ces substances-là qui sont fortes, et surtout les phytoestrogènes, là, c'est très important. Bien, donc on aura fini avec ça, ce groupe donc, des herbes. On n'a pas parlé des algues marines et tout ça, ça c'est autre chose. Pour les algues marines, on n'en consomme pas beaucoup, mais c'est un micro-algues comme la chlorelle, comme la spiruline et tout ça. Là, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est des végétaux. Puis ils se classent avec les légumes. Les algues ils se classent avec les légumes, bien qu'ils contiennent une teneur de protéines qui va jusqu'à 25% de protéines. Ils sont très nutritifs, les algues. Donc, il faut les classer normalement avec les légumineuses, parce que le niveau des protéines, c'est avec les légumineuses. Donc, on va s'arrêter là et on aura fini ce groupe 5. Et au revoir.